Non, non, non. Au risque de vous surprendre, le développement personnel n'a strictement rien à voir avec la recherche du bonheur. Je vous explique tout cela immédiatement. Bonjour, je suis Philippe Gilibert de la société Fireworks. Bienvenue sur la chaîne YouTube du développement personnel. Depuis le début des années 80, nous nous intéressons au développement personnel sous tous ses aspects. Nous avons à peu près tout essayé. De la hutte de sudation à la psychothérapie en passant par la marche sur le feu et l'hypnose. Alors si vous voulez découvrir, comprendre et surtout progresser vers une meilleure version de vous-même, vous êtes au bon endroit. Nous mettrons toute notre énergie pour vous aider à y voir plus clair et surtout à progresser. Et si c'est votre première visite sur notre chaîne, cliquez vite sur le gros bouton rouge ci-dessous. Ainsi que sur la petite cloche. Ce faisant, vous nous encouragez à produire toujours plus de contenu et vous serez informé en priorité chaque fois que nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. L'objet du développement personnel n'est pas la quête du bonheur. Certes, beaucoup d'auteurs et créateurs de contenu font le lien. Il y a de nombreux ouvrages présentés comme des ouvrages de développement personnel qui sont à tort centrés sur la recherche du bonheur. C'est mal connaître ce qu'est véritablement le développement personnel, sa genèse et ses motivations. Cela ne fait que souligner l'incompréhension de la nature même du développement personnel et leur méconnaissance du sujet. C'est aussi une tentative de manipulation en vous faisant croire que l'accession au bonheur serait tout simplement possible en achetant un livre. C'est enfin très caractéristique de la marchandisation du bonheur à laquelle nous assistons sous l'impulsion de la pensée néolibérale positive. Je vous explique tout cela. Le développement personnel est né au IVe siècle avant Jésus-Christ avec les stoïciens. Le père fondateur de cette pensée est Zénon de Kition. Zénon, c'est son nom, Kition, son bled. Zénon, comme tous ceux de sa clique, était un gars rare. Les stoïciens partent du principe que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Ainsi, pour ne plus se laisser atteindre par ce qui ne dépend pas de nous, et parvenir à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, le stoïcisme suggère de se livrer aux activités suivantes. La pratique d'exercices de préparation aux difficultés. La pratique est le travail sur nos représentations erronées. Le travail sur nos conditionnements. Le travail sur nos désirs. Le travail sur nos aversions. L'objectif est de parvenir à ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles psychiques, de compulsions et ou de troubles physiques. Cet état d'ataraxie est pour les stoïciens la condition d'accès à la sagesse et au bonheur. Pour les stoïciens, le bonheur n'est certainement pas une quête en soi. Ce n'est pas en tout cas la quête stupide et stérile qu'il est devenu dans notre société néolibérale. Pour les stoïciens, il est juste un effet secondaire d'une quête de la paix intérieure et de la sérénité qui passe par la connaissance, la raison et la vertu. Notons au passage que le stoïcisme est à la base des thérapies cognito-comportementales modernes dont l'objectif est de permettre une meilleure gestion des émotions, des phobies et ou des addictions. Les stoïciens ne parlent pas ou peu du bonheur, ne sont pas en tout cas obnubilés par la recherche du bonheur, contrairement à nous. Voici ce qui caractérise la doctrine des stoïciens. C'est une doctrine exhaustive, elle s'applique à la vie en général, sous tous ses aspects. Elle reste parfaitement contemporaine et utilisable. L'homme au fond ne change pas. Ce qui évolue, c'est sa culture ou son inculture, en ce qui nous concerne. C'est une doctrine opérationnelle, elle est concrète et utilisable immédiatement, aujourd'hui comme il y a 2500 ans. Elle est universelle, elle s'applique à tous, en tout lieu et en tout temps. Par ailleurs, l'importance donnée à l'entretien du corps est omniprésente dans la civilisation grecque. Le corps est vu comme le support de l'esprit. Les Grecs anciens reconnaissaient que l'esprit ne peut bien fonctionner que si le corps est sain et bien portant. Il y a dès lors une attention toute particulière portée à l'exercice physique et à l'hygiène. Faut-il rappeler l'origine des Jeux Olympiques apparue au 8e siècle avant Jésus-Christ en Grèce antique. Platon, comme d'autres, insiste sur l'importance de la pratique quotidienne de la gymnastique et de l'entretien du corps, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Chez les anciens, on ne cherche pas l'activité physique pour ce qu'elle est, mais plutôt pour son impact positif sur le psychisme. Elle est donc à ce titre considérée comme indispensable et recommandée pour tous. La PNL, par son exhaustivité, a la même ambition que celle des stoïciens, accéder à l'absence de troubles psychiques et ou physiques. Il est remarquable de constater que les 5 premiers ouvrages fondateurs de la PNL sont systématiquement tournés vers la psychothérapie.
Cela n'est en définitive pas très surprenant. La PNL est née de l'observation psychothérapeutique. Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, qui ont inspiré les modèles du langage élaborés par la PNL, étaient tous des thérapeutes. Ce n'est que bien plus tard que le champ d'application de la PNL a été étendu à la communication interpersonnelle en général, le management, le marketing, la modélisation des pratiques professionnelles, la pédagogie, l'apprentissage, la vente et la séduction. Dans la PNL, le bonheur n'est jamais cité comme un objectif en soi, et il est très rarement évoqué. Outil roi du développement personnel, l'hypnose est le bras armé de la PNL. La force opérationnelle et l'efficacité thérapeutique de la PNL provient de son imprégnation par la technique de la suggestion et l'hypnose. Il n'est jamais question de recherche du bonheur dans la pratique de l'hypnose. L'hypnose est prise pour ce qu'elle est, une technique thérapeutique au service de l'ataraxie et du bien-être. On peut dès lors se demander pourquoi on assiste à une telle prolifération d'ouvrages associant développement personnel et bonheur. La raison en est simple, c'est tout simplement parce que la demande est abondante. La bonne question devient pourquoi y a-t-il une telle avidité pour ce sujet ? Le lobby capitaliste a fini par nous convaincre à grand renfort de publicité que le bonheur serait une denrée accessible et à notre portée. Il suffirait donc de faire une bucket list pour y accéder. Il a fini par nous convaincre que le bonheur pouvait s'acheter. Il a fini par nous convaincre que nous y avions droit. Enfin, il a fini par nous convaincre que nous en avions absolument besoin. Le bonheur est devenu la dernière denrée tendance offerte par la société de consommation. Notons au passage que la notion même de bonheur n'est jamais définie et reste en suspens. Cela permet de s'inscrire dans une quête perpétuelle puisqu'on ne sait jamais si on l'a vraiment atteint. Cette situation est particulièrement favorable à la consommation irréfrénée et perpétuelle puisqu'il faut en permanence réinvestir à la recherche de ce qui peut bien encore nous séparer de ce bonheur tant convoité. Les médias s'en sont beaucoup fait l'écho. Le petit pays du Bhoutan, ne pas confondre avec son voisin le Boukistan, coincé entre la Chine et l'Inde, a créé en 2008 son ministère du bonheur. Il mesure désormais, au lieu et place du PIB, le produit intérieur brut, son BNB, bonheur national brut. C'est très sérieux, et même si cela peut prêter à sourire, cela repose sur la croyance selon laquelle le bonheur de la population est plus important que sa richesse. Peu importe que tu vives dans la rue, il faut que tu sois heureux. Plus près de nous, la création invasive des postes de CHO, Chief Happiness Officers, dans les startups juvéniles et les entreprises branchées procèdent de la même philosophie. On s'enfonce encore un peu plus dans l'horreur en apprenant que l'ONU publie désormais un palmarès du bonheur dans lequel les pays sont classés les uns par rapport aux autres. Allez voir par curiosité qui est en haut du palmarès, vous allez voir, ça fait envie. Un indice, prenez les moufles. Le bonheur est récupéré par le néolibéralisme. Il est un prétexte pseudo-paternaliste pour aliéner et augmenter la productivité et éliminer toute forme de contestation. Ce que je fais, c'est pour votre bien, vous serez tellement heureux après. Bossez 60 heures par semaine, je m'occupe de votre bonheur. J'ai d'ailleurs créé un poste de Chief Happiness. Notons au passage que personne n'a osé appeler ça un chef de service bonheur. Ça ne faisait pas crédible, on aurait trop senti l'arnaque. On contrôle mieux les populations qui sont heureuses. Le bonheur coupe court à toute forme de contestation. Pourquoi diable voulez-vous un travail puisque vous êtes heureux ? En tout cas, c'est ce que disent nos enquêtes. Le bonheur, quand il est au service des États et des organisations capitalistes, devient un outil pervers de pouvoir et une manipulation manifeste. Maintenant que le bonheur peut s'acheter et que tout le monde y a droit, nous sommes invités à en apporter la preuve en l'affichant sur les réseaux sociaux qui sont là pour l'attester. Alors surtout, continuez de bien poster vos dernières vacances au Maroc. La quête du bonheur est un leurre. La quête du bonheur est l'ultime manipulation du néolibéralisme. Nous sommes les victimes conditionnées d'un lobby capitaliste qui nous a fait croire que notre bonheur était la condition de notre réalisation et que nous pouvions y accéder avec une carte bleue. Chez les Grecs anciens et plus tard Descartes et Spinoza, le bonheur est basé sur la connaissance, la raison et la vertu. Dans nos sociétés néolibérales avancées, il s'agit d'un projet individuel hédoniste, centré sur la recherche du plaisir. C'est aller en vacances aux Maldives qui est censé vous permettre d'accéder au bonheur, en niquant bien la planète au passage. Sérieusement. En conclusion, le bonheur est la forme ultime de l'individualisme. Pire, le bonheur légitime l'individualisme. Méfiez-vous des marchands de bonheur comme des dealers. En matière de développement personnel, tout a déjà été dit et conceptualisé il y a près de 2500 ans. Tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter. Le glissement que tentent d'opérer certains auteurs et créateurs de contenu du développement personnel vers le bonheur est une dérive intellectuelle qui pose un certain nombre de problèmes. Contresens hors sujet, méconnaissance du sujet, manipulation, marchandisation, etc.
Voilà, ça va mieux. Il était très important de clarifier ce qu'est le développement personnel et ce qu'il n'est pas. Si vous souhaitez vous engager dans une démarche de développement personnel, avec qui que ce soit, il est important de savoir à qui vous avez affaire, c'est-à-dire quelles sont ses sources, ses références, ses modèles, ses croyances. Me concernant, vous avez dû comprendre désormais. Ce sont les stoïciens, la PNL et surtout l'hypnose. Certainement pas la psychologie positive dont nous reparlerons, mais encore moins la quête du bonheur. Quelle est l'idée que vous retenez de notre propos d'aujourd'hui? Répondez à cette question dans les commentaires de cette vidéo. En l'écrivant, vous faciliterez sa mémorisation et son appropriation. Ce que vous aurez écrit, vous vous en souviendrez. Laissez-nous aussi vos commentaires, vos questions, vos idées, vos réflexions. Nous y répondrons avec une très grande joie. Retrouvez dans la description des liens vers plus de contenu et les sources évoquées dans cette vidéo. À la semaine prochaine, à très bientôt.